Bonjour Tornike Gordadze, vous êtes conseiller à l'IHEDN, Institut des hautes études de défense nationale, vous êtes chercheur à Sciences Po, vous avez été ministre du rapprochement vis-à-vis de l'Union européenne et de l'OTAN du gouvernement Saakashvili en Géorgie et vous êtes un grand spécialiste de l'espace anciennement soviétique. Alors, le week-end dernier, Vladimir Poutine est venu à Versailles, enfin lundi plus exactement, une visite qui a été le moment fort d'une séquence diplomatique qui avait commencé la semaine précédente à l'OTAN. Écoutons ce qu'a dit Vladimir Poutine à Versailles. Notre position est connue, je l'ai exposée à Monsieur le Président. Elle consiste à dire qu'il est impossible de lutter contre le terrorisme en déstabilisant l'État, les institutions d'État. Il s'agirait là d'une contradiction, d'une incohérence, mais je suis certain que nous pourrons, avec nos efforts conjoints, renforcer l'effort de la lutte antiterroriste et avoir des résultats positifs. Mais j'insiste, cela veut dire qu'il faut que nous agissions ensemble, mais de manière très concrète. Alors la Syrie, justement, c'est l'un des sujets qui ont été évoqués par les deux présidents lors de cette conférence de presse commune à Versailles. Une coopération antiterroriste entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Est-ce que c'est un projet possible, viable, Tornike Gordadze ? Il y a eu plusieurs tentatives de coopération et on s'est vite rendu compte que cette coopération était extrêmement difficile à mettre en œuvre. Déjà, à l'époque de François Hollande, il y a eu des tentatives. Vladimir Poutine lui-même, en 2015, à la tribune de l'ONU, il a annoncé qu'il appelait une grande coalition, pour une grande coalition contre le terrorisme, et il fait la comparaison avec la coalition anti-nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais tout est de savoir qu'est-ce que Vladimir Poutine demande en échange de cette coalition, parce qu'on sait très bien que Vladimir Poutine a des ambitions et il veut avoir une liberté de manœuvre au moins dans une partie de l'Europe. Je parle surtout de l'Europe de l'Est, dans les pays voisins de l'Union européenne. Donc ces modalités concrètes sont très difficiles à mettre en œuvre parce que déjà en Syrie, Vladimir Poutine n'a pas du tout les mêmes objectifs que les Occidentaux, notamment les Français et les Américains. Et il s'agit pour lui de maintenir le régime de Bachar el-Assad, avant tout, et ensuite de peser via la Syrie sur la scène internationale. Or, pour nous, occidentaux, ce n'est pas du tout le même objectif. Vladimir Poutine est un petit peu en demande maintenant de coopération parce qu'on a vu que son projet de soutien de victoire totale de Bachar el-Assad n'a pas vraiment fonctionné, même s'il a obtenu pas mal de victoires ces derniers mois. On voit que le processus lancé au Kazakhstan, à Astana, avec d'autres acteurs régionaux tels que la Syrie et l'Iran, n'aboutissent pas à un résultat concret. Donc il redemande une coopération avec les Occidentaux, mais encore une fois, il faut voir les termes de cette coopération. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord avec Vladimir Poutine sur les objectifs en Syrie ? Pour l'instant, la France, comme la plupart des pays occidentaux, considère qu'il fait plutôt partie du problème et non pas partie des solutions. Vladimir Poutine, dites-vous, est en demande. Est-ce que ça veut dire que Vladimir Poutine pourrait, à court ou moyen terme, lâcher Bachar el-Assad ? Je pense qu'il pourrait, d'emblée, il pouvait lâcher Bachar el-Assad. Déjà, oui, mais est-ce que l'ambiance est différente aujourd'hui ? Est-ce que... Il s'agit de savoir ce qu'il demande en échange. Si pour nous, occidentaux, nous également, nous révisons nos ambitions à la baisse et nous pensons que juste le problème, c'est seulement Bachar el-Assad, oui, dans ce cas, c'est possible. Mais je pense que l'objectif, et nous sommes en position maintenant de demander la coopération russe sur la transition politique en Syrie, quelque chose de plus élaboré, et non pas seulement le départ de Bachar el-Assad et le maintien du régime, parce que le régime est responsable de la plupart, de l'immense majorité des victimes en Syrie. C'est un régime qui ne peut pas raisonnablement assurer la stabilité en Syrie à long terme.
dans une partie de la Syrie, certes, mais pas dans la totalité du pays, de par son caractère sectaire et minoritaire. Donc, si on discute avec Vladimir Poutine sur une transition beaucoup plus élaborée, beaucoup plus à long terme, avec des éléments de pluralisme et de la démocratie en Syrie, oui, c'est possible. Mais pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il a en tête, concrètement. Alors, autre grand sujet qu'ont évoqué les deux présidents, l'Ukraine, qui a été le gros morceau de la discussion internationale entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Écoutons ce que disait de l'Ukraine et de la Russie, justement, Emmanuel Macron le 27 mai dernier, en marge du sommet du G7 à Taormine, en Sicile. J'aurai un dialogue exigeant avec la Russie, mais ça veut dire avoir malgré tout un dialogue. La Russie a en effet envahi l'Ukraine. Il y a un processus, le processus de Minsk, qui très clairement a indiqué la volonté d'une désescalade et d'encadrer la sortie de crise. On a l'impression que c'est la première fois qu'un responsable français s'exprime aussi clairement sur l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et aussi sur la déstabilisation de l'Est de l'Ukraine, le Donbass. Il parle précisément de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est-à-dire, et il ne mentionne pas la Crimée d'ailleurs, il dit l'invasion de l'Ukraine. Il s'agit bien, dans son esprit, de la guerre qui a lieu aujourd'hui en Ukraine orientale, parce qu'il s'agit vraiment d'une guerre. Nous avons déjà plus de 10 000 victimes civiles et militaires dans cette région de l'Ukraine. Il s'agit véritablement d'une guerre d'invasion. Ensuite, le président français a très clairement indiqué que la France, et de façon plus générale les pays occidentaux, n'entendaient pas d'exclure la Russie de négociations, notamment dans le cadre des accords de Minsk. Aujourd'hui, encore une fois, je ne pense pas que la Russie soit en position de dicter sa volonté en Ukraine. L'intervention russe en Ukraine a connu un résultat très mitigé. On se souvient qu'après la Crimée, Vladimir Poutine très clairement pensait arriver à bout du régime ukrainien en lançant ce projet de Novorossia, de la Nouvelle Russie, qui devait rassembler toutes les régions du sud et de l'est de l'Ukraine. Aujourd'hui, nous sommes seulement dans une région de l'Ukraine qui couvre 7% de la surface de l'Ukraine. Ce projet de Novorossia a été abandonné. Maintenant, l'objectif de Vladimir Poutine serait de poser des problèmes au fonctionnement de l'État ukrainien, rendre l'État ukrainien inopérant, incapable de prendre des décisions, notamment en politique étrangère, et non plus annexer ou rattacher le Donbass à la Russie. Donc Vladimir Poutine maintenant est passé dans une mode plus à long terme ou à moyen terme, en misant sur la déstabilisation interne, sur la perte de crédibilité du régime ukrainien. Ce que les Occidentaux et les Français notamment doivent faire, comme la France étant pays qui a accueilli le format de Normandie, c'est de faire savoir à Vladimir Poutine qu'il ne s'agit pas de soutien à un président, notamment à Poroshenko, mais à l'Ukraine, à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et ensuite faire comprendre à la Russie qu'ils n'arriveront pas à faire traduire le résultat militaire obtenu en 2015, 2014, 2015 sur le terrain en résultat diplomatique, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Donc aujourd'hui, il faudrait se mettre d'accord sur les points de l'accord de Minsk, notamment sur le contrôle de la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Si l'Ukraine n'a pas la maîtrise de la frontière, de l'entière frontière avec la Russie, il est difficile de mettre fin au conflit. Et ensuite, d'organiser les élections. Dans quelle atmosphère on organise des élections dans le Donbass, qui est de facto occupé, parce que le président français parle de l'invasion. Emmanuel Macron annonce un prochain rendez-vous, une prochaine réunion du format de Normandie à 4, donc Allemagne, France, Ukraine et Russie dans les semaines qui viennent. En quoi cette réunion aurait-elle plus de chances de réussir? En quoi Merkel et Macron auraient-ils plus de chances de convaincre
Vladimir Poutine aujourd'hui, alors que les accords de Minsk sont complètement dans l'impasse depuis 6 mois? Pourquoi les choses changeraient-elles brusquement? Depuis plus longtemps même que 6 mois. Bon, déjà, on peut espérer, évidemment, on ne peut pas prévoir le résultat de cette rencontre, mais on peut espérer déjà que l'Europe, et notamment la France et l'Allemagne, parlera de façon plus sûre et plus... il y a le danger d'arriver au pouvoir de certaines forces populistes mieux disposées vis-à-vis de la Russie est écarté. Nous avons à la tête de 2 pays, des Européens très convaincus, qui n'ont rien à voir avec la Russie, ne doivent rien à la Russie, au contraire plutôt, parce que Vladimir Poutine a essayé de déstabiliser l'élection de Macron, et il essaye également, par des mesures hybrides, d'empêcher la réélection d'Angela Merkel. Donc ces 2 leaders vont parler de façon beaucoup plus assurée et vont mettre Vladimir Poutine devant le fait que l'Europe, en tout cas à ce stade-là, a survécu, l'unité franco-allemande a survécu, et que l'Europe maintenant va essayer d'avoir une politique plus active à l'Est, tout en continuant à parler avec la Russie. Évidemment, il ne s'agit pas d'isoler, de mettre la Russie, de radicaliser la position russe davantage. D'accord. Alors, le franc-parler utilisé par Emmanuel Macron vis-à-vis de Vladimir Poutine, qui tranche un peu avec celui qui est d'ordinaire utilisé par les responsables français, est-il, selon vous, de nature à relancer la relation franco-russe ou au contraire à la fragiliser davantage? Non, je pense que il est un peu trop tôt de penser, de proposer les scénarios d'évolution des relations franco-russes. Je pense qu'à ce stade, cette rencontre, dans un cadre très sain finalement, parce que il y a un journal russe, le Commerçant, qui titrait que l'ambiance c'était la tolérance respective, pas tolérance mais tolérance respective, c'est-à-dire les 2 leaders ont défendu leur position de façon très dépassionnée. Encore une fois, Emmanuel Macron n'est pas soumis à ces mythes ou à ces idées qui ont souvent marqué la classe politique française sur la toute-puissance de la Russie, sur le lien spécifique entre la Russie et la France. Il a abordé la rencontre avec Vladimir Poutine très sereinement. C'est plutôt Poutine qui était plus mal à l'aise qu'Emmanuel Macron. On a vu sur les photos, on a vu dans sa façon de répondre aux questions. Est-ce que Vladimir Poutine cherchera à se venger, certainement, mais il s'agit encore une fois d'un régime extrêmement pragmatique en Russie. Lorsqu'ils voient que la force ne marche pas, ils sont tout à fait capables de reculer, d'essayer autre chose. On a été assez surpris d'entendre Vladimir Poutine que la Russie continuerait à respecter les accords de Paris, contrairement à Donald Trump. Également, mais en même temps, Vladimir Poutine, sur la Syrie, il a reproché à la France d'être à la botte des États-Unis. Il a dit il faudrait que vous compreniez qui est chef chez vous, dans votre camp, en quelque sorte, en indiquant clairement, en continuant à insinuer que l'Europe est à la botte des États-Unis. Il sait que c'est quelque chose de très sensible en France. Les reproches qu'on fait à la France de suivre les États-Unis sont très mal vécus par la classe politique en France et aussi par l'opinion. Donc il appuie où ça fait mal. En même temps, il propose la coopération. Donc il est en train de chercher aussi quelle est la meilleure façon de communiquer avec ce leader français qui ne ressemble pas à ses prédécesseurs. Eh bien, ce sera donc le mot de la fin. Merci beaucoup, Tornike Gordadze, d'être venu parler ce matin au Talk du Figaro. Merci. Merci beaucoup.